Eh bien, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition des séminaires mensuels que nous organisons régulièrement dans le cadre de la chaire commune entre l'Institut catholique de Paris et l'ISEP, École d'ingénieurs du numérique. La chaire est intitulée Numérique et citoyenneté. Cette chaire permet à nos deux établissements de croiser leurs compétences dans les domaines du numérique et des humanités afin d'étudier les défis sociétaux, éthiques, juridiques, politiques ou encore économiques soulevés par la révolution numérique. Et justement, ce soir, nous avons un immense plaisir d'accueillir l'économiste Nicolas Tarnot. Nicolas est docteur en économie de l'Université de Bordeaux, chercheur associé de la même université. Il a fait ses études dans des écoles et universités prestigieuses telles que l'ESCP, l'Université de Stanford, et il est actuellement directeur du MBA Immobilier International à Financial Business School. Il a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le milieu bancaire, financier, immobilier et dans des fonds d'investissement. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages et d'articles professionnels et académiques. Nous avons donc la joie d'accueillir Nicolas ce soir afin de nous parler des entreprises qui font la une des actualités, surtout en ce moment, les fameuses GAFAM. Et la question à laquelle tentera de répondre Nicolas est la suivante. Peut-on considérer les entreprises des GAFAM comme des entreprises innovantes? Nicolas, à toi la parole. Écoutez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci Raja, merci à l'ISEP de m'accueillir pour cette conférence. C'est pour moi donc un privilège d'être là parmi vous ce soir. Alors je mets le timer parce que je vais essayer d'être également un intervenant respectant le timing qui m'a été imposé. Donc j'appuie vraiment sur le timer pour faire 60 minutes et ensuite vous allez pouvoir me poser donc les questions par rapport à ce sujet de cette soirée. Alors, pourquoi les GAFAM? Parce que finalement, bon, on voit ce sujet abordé tous les jours dans la presse grand public, et puis même de plus en plus dans des articles professionnels, académiques, parce que finalement, elles interrogent. Elles interrogent aussi bien les chercheurs, les économistes, les ingénieurs et également les utilisateurs sur ce qu'elles font, sur leur stratégie, sur leur valeur ajoutée et de plus en plus de personnalités, d'experts s'interrogent justement sur leur contour, leur stratégie quant à leur développement, parce qu'en fait, rien ne les arrête. On le verra tout à l'heure de façon très concrète avec des exemples factuels depuis une vingtaine d'années, parce que ce sont des entreprises qui sont jeunes. Les plus anciennes, c'est Microsoft qui a vu le jour en 1975, Apple en 1976, mais si on prend Amazon en 1994, Google en 1995 et Facebook en 2005. Donc, on va dire que 3 entreprises sur 5 ont à peu près moins de 25 ans d'âge. Mais par leur environnement, par leur business model de départ, elles l'ont fait évoluer pour devenir, entre guillemets, des entreprises qui sont puissantes. Puissantes dans leur domaine respectif. On verra elles ont des métiers qui sont propres les unes aux autres, mais elles ont aussi profité finalement de l'arrivée de l'Internet, de sa démocratisation, du haut débit, du Wi-Fi et enfin des smartphones, puisque aujourd'hui, la majorité des connexions sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux se fait en fait via des smartphones et des tablettes. Donc on voit bien que cet apport technologique, numérique, elles en ont profité et elles se sont servies de cet apport pour justement aller sur différentes activités qui ont évolué et qui ne cessent d'évoluer.
Hein, si on prend par exemple Amazon, au départ, Amazon, en 1994, Jeff Bezos a mis en place son business model sur la vente de DVD, de CD et de livres. Hein, donc on était sur un pure player de vente en ligne. Et puis finalement, on s'est rendu compte que, avec l'arrivée et le développement donc de l'Internet, avec la mise en place d'algorithmes, de l'informatique, de la démocratisation de l'informatique auprès du grand public, eh bien qu'il pouvait développer son business model sur d'autres segments. Donc, on est parti d'un pure player, hein, pour prendre l'exemple d'Amazon, à être aujourd'hui une véritable marketplace qui référence près de 110 millions de produits sur sa plateforme. Et ce n'est pas terminé. Hein. On verra tout à l'heure comment Amazon va aussi sur d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec la vente de produits en ligne. Si on prend Google, en fait, lui au départ, c'est un simple moteur de recherche. Hein. Il est venu concurrencer à l'époque le leader qui était Yahoo. Il y avait aussi AOL. Il y avait donc comme ça quelques concurrents. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il pouvait parfaitement monétiser finalement son moteur de recherche avec notamment l'arrivée de mots-clés payants. Et ensuite, les mots-clés payants qu'on appelle les AdWords. Et ensuite, avec avec la boîte mail Gmail, qui a permis aussi de développer le flux client, puisque là aussi, on le verra tout à l'heure que ces entreprises tech sont extrêmement puissantes sur notamment la gestion du big data. Hein. Pour elles, c'est comment le monétiser finalement. Hein. Et dans la Silicon Valley, où je me suis rendu très tôt, il y a plus de 25 ans, et j'y vais régulièrement, je me suis rendu compte à quel point elles avaient développé en fait un modèle dont l'ADN était finalement la gratuité au départ du service. Et en fait, globalement, lorsque le service est gratuit, hein, type Facebook, c'est l'utilisateur qui est finalement le produit. Hein. C'est vous qui représentez finalement des données qu'elle va pouvoir revendre donc à des annonceurs qui sont prêts à payer chèrement finalement vos données, parce qu'on est aussi sur de l'analyse prescriptive, on est sur la prévision. Donc, par exemple, sur Facebook, on prend un étudiant qui est en quatrième ou cinquième année, même si vous ne renseignez pas le réseau social par exemple, de votre appartenance à une école, il va pouvoir analyser, en fait, dans les messages privés. Par exemple, vous dites, voilà, à un ancien camarade, tiens, je suis à l'ISEP. Eh bien, Facebook va pouvoir l'agréger, en fait, et l'utiliser. Et en fait, il va pouvoir finalement mettre en place un modèle qui va pouvoir renseigner finalement une base et dire, par exemple, dans 2-3 ans, vous serez peut-être à la recherche d'un appartement, d'une maison. Et donc ça, quelque part, ce sont des données qu'elle va pouvoir renseigner, en fait, à d'éventuels annonceurs prêts à payer le moment venu telle ou telle base, tout simplement. Donc, cet renseignement du profil, finalement, c'est l'élément clé, hein, de la modélisation de ces réseaux sociaux. Et finalement, c'est la marge, la rentabilité qu'elle dégage. Ce sont les utilisateurs qui, en fait, lui permettent de réaliser d'énormes gains. Et on verra tout à l'heure à quel point leur business model est aujourd'hui extrêmement rentable, ce qui explique aussi qu'elles sont leaders au niveau de leur valorisation boursière au Nasdaq à New York. Si on prend Apple est intéressant, puisque Apple a vu le jour en 1976 avec Steve Jobs et son cofondateur Steve Wozniak. Au départ, ils ont mis en place, donc comme vous le savez, donc un ordinateur. Ils ont travaillé en relation avec l'armée américaine. Donc, on voit bien cette relation étroite dans la Silicon Valley, hein, où là aussi, les leaders de la tech aujourd'hui, les GAFAM,
et ensuite les Natu et d'autres licornes qui vont petit à petit arriver, se servent énormément de cette relation étroite avec les laboratoires de recherche de proximité, qui sont à proximité. Hein. Nous y trouvons l'Université de Berkeley, de l'autre côté de San Francisco, et au cœur de la Silicon Valley, l'Université de Stanford, qui est probablement l'université qui fournit le plus de collaborateurs, de chercheurs pour les entreprises de la tech et d'activités connexes. Il ne faut pas oublier justement cette relation extrêmement étroite et forte, hein, puisque finalement, cette valeur ajoutée apportée par ces étudiants, par ces chercheurs, a contribué et contribue finalement à ce que les entreprises de la tech ont pu se développer aussi rapidement, justement sur des produits et des services qui sont aussi innovants les uns que les autres. Hein. Donc, il n'y aurait pas la Silicon Valley s'il n'y avait pas justement cette relation aussi forte depuis de nombreuses décennies entre ces deux universités et la Silicon Valley. Évidemment, il y a aussi d'autres laboratoires de recherche, à la fois en Californie et dans d'autres États. Mais il y a vraiment cette relation immédiate et réciproque entre Berkeley, Stanford et la Silicon Valley. Excuse-moi Nicolas, est-ce que tu fais défiler tes slides parce qu'en fait on est toujours sur la première page. J'y arrive après. Hein, d'accord, donc du coup c'est normal qu'on ne voit pas les slides. Absolument. Okay. Excuse-moi alors de t'avoir interrompu. Non, il n'y a aucun problème. Donc, pour justement, là je fais une brève introduction. Apple, justement, est arrivé sur de la machine, finalement, hein, puisqu'à l'époque, on était vraiment au balbutiement, finalement. Hein. On n'était pas encore sur des ordinateurs qui étaient démocratisés. On était actuellement, à l'époque, sur une période où c'était essentiellement les grandes entreprises qui étaient clientes. Donc, l'objectif de Steve Jobs et de son cofondateur a été justement de mettre en place, de construire un modèle différent du système PC en vue de le démocratiser, hein, donc de le rendre accessible au plus grand nombre, même si au départ, et ça reste toujours le cas, les produits Apple sont des produits premium, donc ils se sont démocratisés, mais ils ont toujours une cible de clientèle, à la fois B2C ou B2B, assez premium. Mais néanmoins, le pari a été réussi, avec là aussi des moments de doute, des moments un peu d'échec, puisque finalement, dans l'innovation, on ne réussit jamais du premier coup. Hein, on parle toujours des success stories, mais il y a aussi des échecs. Et souvent, eh bien, ces expériences qui ont été parfois négatives, entre parenthèses, elles l'ont exploité pour finalement s'adapter, adapter leurs produits et finalement conquérir leur clientèle, les satisfaire et plutôt développer en fait un produit qui puisse finalement répondre à des attentes aussi bien aux États-Unis comme dans d'autres pays industrialisés dans un premier temps. Et donc Apple, c'est là où c'est un véritable cas d'école, puisque finalement l'entreprise aujourd'hui qui est la numéro 1 mondiale en termes de puissance financière, finalement n'est pas venue comme ça par hasard. Elle a construit un modèle afin de capter une clientèle extrêmement fidèle et surtout de concevoir des produits avec une valeur ajoutée, mais surtout des produits où les marges ont été exceptionnelles, hein, tant au niveau d'un MacBook Pro que d'un iPhone, que d'une tablette. Les marges dégagées, et tout à l'heure je donnerai des exemples, ont permis à l'entreprise de pouvoir à la fois dégager d'énormes revenus pour justement permettre de rétribuer leurs collaborateurs le mieux possible, de satisfaire les actionnaires et de pouvoir enfin investir dans la recherche et le développement, qui est aussi un élément clé de ces entités, hein, puisque finalement, on ne peut pas innover sans avoir des ressources à la fois humaines et financières
importante pour justement avoir toujours une longueur d'avance et s'imposer par rapport à une concurrence éventuelle qui peut aujourd'hui survenir à tout instant. Je continue sur Microsoft. Alors Microsoft qui a vu le jour en 1975, lui, son business model, ça a toujours été le logiciel, le logiciel pour les entreprises, les grandes entreprises, le système d'exploitation, et puis aussi le marché donc des particuliers. Mais depuis une dizaine d'années, en fait, c'est pour ça que je l'ai inclus très tôt, il y a quelques années, en rajoutant le M à GAFA, puisque je me suis dit que finalement, Microsoft, en rachetant LinkedIn pour 26 milliards de dollars, eh bien, je me suis dit, voilà, il a voulu mettre un pied à l'étrier dans un réseau social professionnel et de pouvoir en faire de véritables produits dérivés. Et aujourd'hui, Microsoft a aussi diversifié sa gamme de services avec notamment une offre cloud qui rencontre un véritable succès, comme pour Amazon avec AWS Service auprès des grandes entreprises. Facebook est arrivé en 2005. 2005, ça a été le premier réseau social finalement qui s'est rapidement imposé aux États-Unis et en Europe, qui a capté dans un premier temps une clientèle jeune, ensuite un peu moins jeune, plutôt ensuite senior, et voyant forcément les limites. Même si Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, aujourd'hui, c'est dit finalement, on risque d'avoir une saturation à un moment donné de notre clientèle. Donc, c'est la raison pour laquelle Facebook s'est diversifié en rachetant WhatsApp et Instagram. Je reviens tout à l'heure à travers un exemple. Donc, on voit bien finalement, rapidement, en termes d'introduction, que ces entreprises qui ont commencé sur un secteur de départ qui était spécifique, finalement, rapidement, elles ont pris conscience qu'il fallait diversifier leur offre pour pouvoir justement maintenir une certaine hégémonie et surtout de profiter l'avance concurrentielle qu'elles avaient sur des clients ou d'aller sur des marchés où il n'y avait pas encore de réelle concurrence et donc forcément d'être aujourd'hui leader dans plusieurs compartiments de leurs activités principales. Alors, d'abord, l'idée, c'est de définir ce que c'est qu'innovation, parce que finalement, je l'ai intégré dans le titre de cette conférence. On a plusieurs définitions de l'innovation. Il y a le manuel d'Oslo qui est une première version qui date de 92 et qui résume donc l'innovation on entend par l'innovation technologique de produits, la mise au point, commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Donc là, on voit tout de suite la relation vis-à-vis du consommateur avec l'amélioration d'un produit qui doit être beaucoup plus performant que celui qui était utilisé auparavant. Ensuite, on a une autre définition qui est assez complémentaire, qui date de 2002, qui vient donc du manuel de Frassati. L'innovation peut être considérée comme la transformation d'une idée en un produit nouveau ou amélioré, introduit sur le marché, ou un procédé opérationnel nouveau ou amélioré, utilisé dans l'industrie ou dans le commerce, ou en une nouvelle démarche à l'égard d'un service social. Donc là aussi, on voit le mot-clé produit qui est utilisé et le mot transformation. Donc, on peut, et donc, ça serait intéressant, effectivement, tout à l'heure, de voir un exemple parmi les GAFAM, comment elles ont pu apporter un nouveau produit, quelque chose de novateur qui a pu, encore une fois, satisfaire l'ensemble de ses utilisateurs et, bien évidemment, au final, d'en tirer un profit. Enfin, une définition de l'OCDE, l'innovation se définit comme l'ensemble des démarches scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales qui aboutissent ou sont censées aboutir à la réalisation de produits ou procédés
technologiquement nouveaux ou améliorés. Donc là, encore une fois, on a le mot produit. Nous avons également la dimension technologique et nouveauté et amélioration. Donc là, c'est un point important en termes de définition. Hein, donc, elles se complètent les unes aux autres sur finalement la finalité de l'innovation. Et donc, on a deux chercheurs, Kobagayev et Mazioska, qui en fait ont fait un article il y a quelques années où ils ont montré finalement la relation entre l'innovation, où il y avait en fait un lien entre l'innovation, l'invention, l'amélioration, donc on retrouve encore une fois ce mot-clé, et enfin nouveauté, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ces quatre items qui avaient un lien finalement, qui était finalement nécessaire pour que finalement un produit ou un service fasse partie donc de l'innovation. Alors, finalement, pour commencer donc réellement cette conférence sur les GAFAM, il est important quand on essaie d'observer un sujet tel que celui-ci, d'être à un moment donné factuel et précis sur les chiffres. Parce que parfois, souvent, l'économiste a besoin de chiffres, de données pour essayer d'avoir une lecture la plus objective possible. Or, nous sommes actuellement dans un environnement que vous connaissez parfaitement bien. L'économie est plus ou moins mise entre parenthèses. Il y a beaucoup de perdants, mais il y a des gagnants. Et dans les gagnants, c'est vrai que nous retrouvons eh bien, les GAFAM. Les GAFAM ont profité finalement de la crise actuelle par leur business model finalement, hein, puisque on est davantage resté chez soi, et donc on a davantage surfé sur Internet, on a davantage consommé, et donc par leurs activités respectives, elles ont pu développer leur chiffre d'affaires et donc leur cours de bourse également. Alors là, aujourd'hui, vous voyez, on est sur des chiffres. Là, j'ai pris uniquement un comparable des 9 premiers mois donc de l'année 2020 par rapport à 2019. Et qu'est-ce qu'on voit en termes de chiffre d'affaires? On voit que Amazon est passé de 193 milliards à 260 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, on voit une hausse de plus de 35%. Apple s'est consolidé finalement plus 4%, mais on verra que Apple, lui, finalement, son obsession, c'est finalement la consolidation de son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces entités qui réalisent le plus de marge sur les produits vendus. Donc, par rapport à Amazon. Donc, lui, finalement, son objectif a été finalement de consolider son de chiffre d'affaires. Si on prend Alphabet, hein, qui est le nom de Google à la bourse, lui a fait plus 9%, donc finalement rien d'exceptionnel, mais il est en croissance. Microsoft, plus 13%. De chiffre d'affaires, ça vient essentiellement en partie avec son activité qu'il ne cesse de développer dans le cloud. Et enfin Facebook, plus 17% de son chiffre d'affaires. Facebook qui lui aussi fait un ratio bénéfice-chiffre d'affaires qui est considérable, hein, qui est même meilleur que les meilleurs groupes dans le luxe qui servent de référence, hein, le ratio chiffre d'affaires-bénéfice, qui finalement résume la marge de l'entité. Donc, Facebook plus 17%, lui, finalement, il a bénéficié des internautes présents sur ses réseaux sociaux et a pu parfaitement monétiser ça auprès donc de ses annonceurs. Aujourd'hui, en fait, les GAFAM sont de véritables marques. Il y a donc chaque année donc des instituts qui, en fait, évaluent uniquement la marque sur différents critères et ça donne un classement annuel qui évolue et qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Qu'est-ce qu'on voit
sur ce classement, on voit que, bien sur le podium, nous trouvons Apple, nous trouvons en deuxième position Amazon, Microsoft, Google, Facebook est un peu plus loin, mais encore une fois, des marques qui finalement représentent leur puissance, à la fois liée à leur activité, en fait, et leur puissance financière qui, depuis une dizaine d'années, n'a cessé d'évoluer. Il faut savoir que le taux de croissance du chiffre d'affaires des GAFAM est de 25 à 30% chaque année. Et donc, ça a contribué à ce que ces entités doublent de valeur sur les marchés financiers tous les 3-4 ans. Vous voyez, donc, on est vraiment sur des chiffres qui sont considérables et finalement, c'est pas surprenant de voir qu'elles sont aujourd'hui sur le podium et finalement s'imposent en tant que marque de référence sur les marques internationales. Désolé Nicolas, Oui. plusieurs questionnements sur les slides qui ne défilent toujours pas. Ah bon? Pourtant, oui. Alors, je Oui. vois, Du coup, je pense qu'il y a une proposition d'un des participants de ah ben là voilà, maintenant on voit bon les choses défiler, mais il y a quelqu'un qui dit que tu pourrais partager ton bureau plutôt que ton écran en fait. Enfin, je veux dire ton ordinateur plutôt que l'application elle-même, plutôt que les Alors, slides. on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Le partage. Le partage. On va aller voir. Ouais, on va aller voir ça tout de suite. On va fermer ça pour voir. Effectivement, on va aller partager le bureau. Le bureau, séminaire, écran numéro 1. Non, ça ne voit pas. Est-ce que là, c'est bon, là, ou pas? Là, on voit tout ton bureau. Du Très bien. coup, Peut-être qu'on verra. Oui. Et là, vous Si voyez ou tu pas? Oui, oui. Et si tu mets en mode diaporama? On va voir ça tout de suite, on y arrive. Hein. On y arrive. Il faut s'adapter, diaporama, voilà. Est-ce que c'est bon là ou pas? C'est parfait. Bon, on y arrive, vous voyez, quelque part. Hein. Merci Nicolas. Merci pour le feedback et grâce à la technologie, on arrive à trouver un compromis. Donc, là, on va commencer avec Google. Alors, Google, c'est effectivement une entreprise qui a commencé en 95 avec deux anciens étudiants de Stanford qui sont venus donc créer cette entité. À l'époque, on était au balbutiement d'Internet, je vous rappelle. C'était vraiment en 95, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait le AOL américain, il y avait Yahoo. Enfin, il y avait vraiment très peu d'acteurs. Et puis, il y avait aussi les sites Internet n'étaient pas encore nombreux et pas aussi évolués qu'aujourd'hui. Mais néanmoins, ils ont vu qu'il y avait finalement un avenir et ils ont eu justement cette bonne idée de se lancer sur le moteur de recherche. Mais il y a ce mais, c'est que ils se sont dit aussi, à un moment donné, même si nous allons être finalement, nous allons dominer cette activité, on va quand même se diversifier pour finalement créer des liens entre le moteur de recherche et d'autres plateformes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont racheté YouTube pour très peu d'argent, puisque à l'époque c'était en 1,6 milliard, ce qui fait que c'était une somme qui était tout à fait accessible pour Google, et elles l'ont parfaitement développé pour être aujourd'hui un des sites les plus visités mensuellement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc Google a continué avec justement l'interface de Google Chrome, Gmail, et ensuite il a diversifié sur notamment le rachat
de Boston Dynamics, qui est une entreprise robotique. Là aussi, il s'est lancé en partenariat avec Nissan et Renault et Mitsubishi sur la voiture autonome, parce que la voiture de demain, elle sera connectée. Il ne faut pas l'oublier. Elle sera connectée, et c'est la raison pour laquelle l'arrivée de la 5G va modifier la donne. Et lorsqu'on regarde un petit peu les prévisions de développement de la 5G qui vont être les gagnants, eh bien, c'est la voiture qui en tirera les bénéfices. Donc, on voit bien que Google, finalement, s'est diversifié assez rapidement, et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que l'ADN, finalement, des GAFAM, c'est de racheter en permanence, sans que nous le sachions, des centaines de brevets chaque année. Hein. Il y a les brevets, ça va dans différents domaines. Il faut savoir que lorsque vous avez un iPhone, vous prenez le iPhone 12, vous avez plus de 600 brevets dans l'iPhone 12. Donc, ces entreprises, elles en déposent, puisqu'elles ont des équipes de recherche, et elles en rachètent. Et en plus, elles prennent des participations chaque année dans plusieurs centaines de startups. Et dès lors que la startup, finalement, les intéresse, eh bien, elles la rachètent dans ce fameux marché du private equity pour qu'elles deviennent partie intégrante de la structure. Hein. Donc, ces entités, hein, je parle donc des GAFAM, comme Google, en fait, rachètent des brevets, en déposent, et surtout prennent des participations dans des nouveaux projets, ce qui contribue aussi à cet écosystème, cette relation entre les domaines qui l'intéressent et cette capacité d'interagir d'un point de vue financier. Parce que là aussi, il ne faut jamais oublier que si elles connaissent aujourd'hui une telle croissance respective, c'est parce qu'elles dégagent donc des profits qui sont considérables. Et tout à l'heure, je vous montrerai un slide sur notamment les budgets qui ont été alloués en 2019 dans la recherche et développement. Ils sont considérables. C'est près de 3 fois le budget de la recherche du ministère de l'Éducation nationale en France. Vous voyez, 5 entités, représente 3 fois le budget annuel de l'éducation et de la recherche en France. Donc, on voit bien ce gap qui ne cesse de se développer, et qui, en fait, leur permettent à chacune d'entre elles d'avoir une longueur d'avance sur les sujets qui l'intéressent et sur le business qu'elles souhaitent développer. Là, quand on voit ce slide, on voit que au mois de septembre, aux États-Unis, eh bien, nous avons Google qui avait 80% de part de marché au niveau donc des recherches sur le moteur de recherche en partant des ordinateurs, et pour les recherches provenant donc des smartphones, arrivait à près de 95%. Sur la partie, la division, notamment sur le périmètre du chiffre d'affaires mondial de Google Alphabet, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la publicité, c'est finalement la majorité de ses ressources, hein, publicité à travers AdWords et d'autres liens publicitaires, mais aussi de plus en plus, là aussi, sur le cloud. Hein, le cloud, c'est une partie où, en fait, nous retrouvons Amazon et Microsoft. Hein, donc, c'est une partie qui, pour elles, est extrêmement importante, parce que, déjà, à la base, elles ont des centaines de milliers de serveurs. Et donc, elles ont donc, dans cette continuité, pu se développer dans ce segment-là d'une façon relativement assez facile. Et donc, finalement, de se dire, eh bien, nous allons pouvoir obtenir davantage de revenus en diversifiant une activité, mais finalement, il n'y avait pas de difficulté apparente pour créer ce nouveau business model. Donc, c'est là où on voit finalement ce savoir-faire, ce savoir-faire, en fait, qui se décline finalement à de nombreux segments où finalement il y a de la valeur ajoutée, mais surtout il y a de l'avenir. Hein, puisque finalement, lorsqu'on parle de big data, on parle forcément de stockage des données en fait. Hein, et donc, pour elles, c'est un récurrent
qui leur permettent, encore une fois, de continuer cette aventure du cloud. Le cloud qui est aujourd'hui entre les mains de ces géants, et elles ont comme clients aussi bien donc des grandes entreprises du secteur privé, mais également les États, en fait. Les États sont clientes de ces entreprises pour stocker en fait les données de différents ministères, et peut-être que demain, pour la partie française, nos données seront également stockées. Quand je parle de nos données à la fois publiques et privées, je parle d'un point de vue dans la collégialité au sein de ces structures, même si aujourd'hui, en France, nous avons une réglementation sur la gestion des données qui est différente de celle qu'il y a aux États-Unis. Alors, Apple, c'est une entreprise, comme je disais, qui est un véritable cas d'école, puisque finalement, elle s'est diversifiée. On est parti de l'ordinateur. Je vous rappelle que jusque dans les années 80, fin des années 90, on était vraiment sur les ordinateurs classiques de Apple, portables et ordinateurs fixes. Et bien avec le retour de Steve Jobs, qui avait été quelque part remercié par le conseil d'administration à la fin des années 80, est revenu, on l'a fait revenir au milieu des années 90. Il est revenu avec l'iMac et avec aussi la digitalisation de la musique, qui a été quelque chose de révolutionnaire, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'iPod, avec iTunes, finalement, la musique numérique pouvait finalement se substituer au fameux CD. Et donc là, ça a commencé à quelque part impacter finalement le secteur de l'industrie classique. Internet a repris le relais avec notamment iTunes. Donc finalement, cette complémentarité entre les accessoires et le service a permis à Apple finalement de fédérer extrêmement rapidement ses utilisateurs autour de cette activité numérique qui a été la musique, et ensuite la vidéo, les films sur la plateforme iTunes. Donc là, ça a complètement modifié la donne sur les services proposés, mais surtout, ça nous a fait prendre conscience que nous étions finalement dans un environnement où la donnée, finalement, le contenu était essentiel pour ces entreprises par rapport à leurs clients, et que finalement, elles ne pourraient finalement fédérer une continuité dans la relation entre ces clients que s'il y avait justement cet apport en contenu. Et c'est aujourd'hui plus que jamais le cas, puisque sur iTunes, là on reste sur Apple, vous avez tous les derniers livres qui sont disponibles sur App Store, vous avez les derniers films qui sont disponibles sur Apple Vidéo, et donc forcément cet ensemble de contenus permet donc aux utilisateurs de pouvoir consommer de la musique, voir des films aussi bien sur son iPhone, sur une tablette, ou même écouter la musique sur l'Apple Watch. Donc finalement, vous voyez, les produits sans le contenu n'auraient pas permis finalement à ce que Apple puisse connaître une telle croissance à la fois sur le nombre de produits vendus, mais également sur la tarification de ces objets. Puisque aujourd'hui, quand on voit le prix donc, des produits Apple, reste toujours assez finalement inaccessible pour le plus grand nombre, même si l'entrée de gamme s'est démocratisée, on se rend compte qu'il y a quand même une fidélité de la part de ces consommateurs qui est assez régulière. Et donc forcément de pouvoir proposer toujours plus de produits, mais avec du contenu pour, encore une fois, se distinguer d'une concurrence qui est, malgré tout, avec Android, extrêmement agressive. Alors, sur la partie Facebook, Facebook est un cas d'école aussi intéressant dans cet ensemble des GAFAM, c'est que finalement, Facebook surprend.
Pourquoi? Parce que combien de fois on a dit finalement le réseau va disparaître, il va y avoir moins d'utilisateurs, et donc finalement l'avenir est incertain pour le réseau social. Je pense qu'on aurait raison de le dire si toutefois Facebook était resté uniquement un réseau social. Mais sauf que en fait, Mark Zuckerberg est, je pense, un véritable visionnaire. C'est toujours dit de toute manière qu'il avait donc un pilier, Facebook, mais qu'il avait besoin d'avoir un relais de croissance avec le savoir-faire de Facebook. Et c'est là où, entre guillemets, il y a une certaine intelligence, puisque lorsqu'on va chez Facebook, on retrouve là aussi des équipes de recherche, des ingénieurs, des développeurs de très belles factures qui ont contribué et qui contribuent finalement à ce que Instagram ait pu se développer comme WhatsApp. Hein, ce sont deux entreprises qu'il a rachetées, mais qu'il a amené ce fameux savoir-faire technologique et scientifique de Facebook pour en faire aujourd'hui de véritables entités parfaitement rentables et qui contribuent aussi à la réussite du groupe. Il ne faut pas oublier que de passer de 30 millions en 2012 à plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Insta, forcément, il y a une valeur ajoutée qui a été mise en place. Et WhatsApp, ce qui est très intéressant, parce que WhatsApp, qui finalement a été créé en 2009, a été racheté en 2014. Donc, il y a eu 5 ans d'existence pour les deux entrepreneurs. Hein, les deux entrepreneurs qui étaient Jan Kuhn et Brian Acton, je crois, oui. Ils ont créé donc cette plateforme de communication avec un savoir-faire tout à fait intéressant et de l'innovation. Hein. Et comment ils l'ont fait? C'est très simple. Ils ont d'abord été voir une entreprise de capital risque qui a mis 8 millions de dollars dans la start-up et ils ont pu embaucher une cinquantaine de développeurs, d'ingénieurs. Et à un moment donné, donc juste un peu avant février 2014, donc fin 2013, ils se disent finalement notre modèle est intéressant. À l'époque, ils avaient 500 millions d'utilisateurs. Et ils se disent, mais comment finalement continuer de développer WhatsApp qui, à l'époque, ne générait aucun chiffre d'affaires et donc aucun bénéfice. Et donc, ils se sont dit, bah, finalement, si on fait encore une augmentation de capital, on risque d'avoir moins d'actions, moins de pourcentage d'actions dans l'entreprise, hein, parce que lorsqu'on fait une augmentation de capital, il y a ce qu'on appelle la dilution du capital, de facto. Donc, ils se sont dit, on va les voir, au lieu d'emprunter de l'argent auprès d'un groupe bancaire ou d'aller voir une entreprise de capital risque, on va aller voir un peu des géants de la tech pour voir s'ils sont potentiellement intéressés. Ils vont voir Google et Google regarde le dossier un instant et en fait, eux, globalement, ils n'étaient pas sur ils s'étaient dit finalement, quitte à vendre, c'est la meilleure solution pour que nous on puisse retirer et puis continuer d'autres aventures technologiques. Et en fait, globalement, Google regarde le dossier assez rapidement et se disent non, finalement, non. Désolé les gars, bonne aventure, mais ça ne rentre pas dans notre schéma actuel. Très bien. Et la Silicon Valley, qui est un cercle on va dire, de 80 km, hein, c'est pas grand. Mark Zuckerberg, qui, comment dire, est au courant de beaucoup de choses, comme beaucoup de leaders de la tech. Et en plus, souvent, ils se réunissent dans un petit bar feutré confidentiel dans Woodside, qui est à peu près 20 minutes dans les terres par rapport à Stanford. Et donc, dans ce petit bar qui s'appelle Bucks, où toute la tech se rencontre. Hein. Donc là, vous pouvez voir Zuckerberg parler avec le patron de telle start-up. Enfin, c'est vraiment un écosystème qui est tout à fait intéressant. Et bien évidemment, il est au courant que WhatsApp est à vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les deux cofondateurs chez lui, à Palo Alto, un soir, en disant, voilà, écoutez, j'ai entendu que vous étiez vendeur,
pourquoi pas, ouvrons le débat. Et donc, venez à la maison, manger des pizzas, boire un peu de coca, etc. Le côté très, très américain. Il devait rester 2-3 heures. Finalement, ça a duré toute la nuit. Et les avocats sont venus le lendemain matin pour commencer à signer les protocoles d'engagement et de contrat. Et donc, le deal s'est fait sur 19 milliards de dollars pour une entreprise qui faisait 0 chiffre d'affaires. Mais d'un point de vue financier, finalement, Mark Zuckerberg s'est dit, de toute manière, je mets le montant très élevé pour empêcher qu'une concurrence éventuelle puisse finalement faire une suroffre et racheter WhatsApp. Donc lui, il a mis le niveau très élevé. Et ensuite, il n'a pas déboursé $1. Ce qu'il a fait, il a fait une augmentation de capital de Facebook et il leur a payé à eux et à la société de capital risque des actions Facebook. Voilà comment s'est fait le deal. Et donc aujourd'hui, WhatsApp, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. En Inde, c'est récent, les Indiens vont pouvoir envoyer en Inde de l'argent, donc de payer avec WhatsApp. Vous voyez donc finalement comment un moyen de communication finalement instantané permet aujourd'hui de pouvoir payer et donc d'effectuer des envois d'argent via ce procédé. Donc, vous voyez, quelque part, WhatsApp, l'aventure WhatsApp n'est loin d'être terminée et je pense qu'il va y avoir d'autres déclinaisons dans les prochains mois et prochaines années par rapport à cette structure. Instagram, là aussi, qui finalement a une adhérence auprès donc, de nombreux pays dans le monde. Hein. Là, c'est en 2020. On voit bien à quel point cette plateforme, finalement, a conquis les 5 continents et finalement, ce qui explique aussi pourquoi Instagram est aussi devenu une cash machine pour Facebook. Amazon, c'est effectivement extrêmement intéressant. On en parle beaucoup sur de nombreux sujets. Moi, ce qui m'intéresse sur Amazon, c'est de me dire, finalement, on a une entreprise qui est partie vraiment en tant qu'un pure player et qui va dans le physique. Je m'explique un instant. Alors, Amazon, en fait, au départ, c'est finalement un logisticien. C'est là encore. Il stocke et il expédie en fait les produits commandés. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est une entreprise qui est présente sur de nombreux segments. Il n'y a pas que le nombre de produits référencés, là vous pouvez le voir sur le slide avec près de 119 millions de produits. C'est aussi une entreprise maintenant qui donne du contenu. Vous voyez avec Amazon Vidéo, Amazon Music, donc là on voit aussi cette diversification pour, encore une fois, fédérer le maximum de clients. Il s'est lancé sur le cloud pour les grandes entreprises. Il a racheté l'entreprise Whole Foods aux États-Unis en 2017 pour près de 14 milliards de dollars. Entreprise qui est présente sur les produits bio. C'est la plus grande chaîne de magasins bio aux États-Unis. Donc on voit bien finalement cette diversification sur le commerce physique. Amazon, c'est Amazon Go, Amazon Store, et donc finalement on a un pure player qui arrive sur le physique, sur le secteur du retail. Et ce n'est pas terminé. Et vous verrez qu'en France, dans les prochaines années, nous allons avoir de nombreux magasins Amazon qui référenceront certains produits, des produits populaires et qui seront également des lieux pour venir chercher des produits commandés et également pour retourner les produits qu'on ne souhaite pas conserver. Donc finalement, on est sur un développement sans fin. Ils vont sur le domaine bancaire. Vous allez par exemple en Angleterre, Amazon fait du financement pour les PME, commence à faire de la commercialisation de produits d'assurance vie, d'épargne. Au final, Amazon va tôt ou tard venir en France concurrencer non pas la globalité, mais certains produits bancaires et financiers pour justement s'attaquer au mass market, puisqu'il connaît parfaitement la manière dont ses clients consomment sur la plateforme
et puis surtout, pour lui, venir sur de la banque en ligne, soit en rachetant une fintech, soit en créant une, ne lui pose aucun problème. Enfin, pour terminer sur ce slide, ce qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires réalisé par un salarié. Si on devait comparer le chiffre d'affaires Amazon, est-ce que un concurrent dans le physique pourrait faire? Finalement, je vous montre tout à l'heure un slide sur le nombre de collaborateurs. Il faudrait à peu près 10 fois plus de collaborateurs dans l'économie classique, donc dans des magasins et hyper, pour réaliser le même chiffre d'affaires. Je répète, il faudrait 10 fois plus de collaborateurs en magasin pour réaliser le même chiffre d'affaires, tellement Amazon a développé l'automatisation, la robotisation des tâches, et puis aussi agrémenté par les algorithmes mis en place entre le modèle de ces sites Internet et puis les commandes réalisées. Donc, cette alchimie, en fait, cette relation très forte, permet à Amazon d'avoir et de faire un tel chiffre d'affaires avec aussi peu de collaborateurs. Là, ce sont les produits les plus recherchés sur la plateforme. Vous voyez, donc on voit bien, là c'est au niveau mondial. Finalement, l'électronique arrive en tête et nous avons les produits maison, les médias, le vêtement et enfin l'alimentation qui ne représente que 2 produits, mais qui, je pense, va être de plus en plus important pour la plateforme, tellement elle gère cette logistique qui a contribué à sa réussite. Là, c'est sur Amazon France depuis un an. On voit rapidement les produits high-tech qui arrivent encore une fois là en première catégorie. Nous avons tout ce qui est produits cuisine, tout ce qui est ustensiles et les produits pour la maison, le bricolage, les jeux vidéo, le sport et loisirs, vous voyez, rien d'exceptionnel. Mais encore une fois, on a une cartographie tout à fait intéressante, puisque au départ, Amazon était un pure player et vendait, et le livre était la composante principale de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous voyez, le livre ne représente plus que 5% des commandes. Si on voit un peu là sur les 12 derniers mois, encore une fois, nous avons Amazon qui finalement est leader en France. Il faut savoir que Amazon, en termes de part de marché, par rapport à ses concurrents dans le e-commerce, ça représente pour la partie française 20%. Par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup plus, on est sur 50%. Donc on voit bien que dans le secteur du e-commerce, Amazon est beaucoup plus puissant aux États-Unis qu'en France en termes de part de marché. Donc, d'ailleurs, on a Cdiscount et Fnac. Là aussi, on a l'évolution du chiffre d'affaires mondial des ventes d'Amazon en termes en milliards de dollars. Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, ça représente grosso modo 60%, 40% pour le reste du monde. Mais là aussi, les fameux Prime Days, c'est quelque chose qui extrêmement importante. Là, on avait des chiffres en prévision pour cette année. À voir sur les chiffres définitifs, mais en tout cas, je sais qu'ils ont été parfaitement exceptionnels d'après les premiers chiffres qui ont été envoyés ces derniers jours. Sur la partie Amazon Prime, qui est une stratégie marketing parfaitement développée aux États-Unis, puisque aujourd'hui, il y a près de 133 millions d'Américains qui ont le service Prime, qui vous permettent de ne pas payer les frais de livraison sur les produits stockés chez Amazon et d'avoir accès notamment au fameux contenu Amazon Prime Video et musique. Donc, on est vraiment sur une stratégie marketing qui fonctionne parfaitement bien. Et donc, Amazon développe son business par rapport à notamment ses clients et donc finalement cette fédération lui permet de dégager davantage de marge auprès de cette clientèle qui consomme davantage que les simples utilisateurs Amazon qui viennent consommer de temps à autre.
Alors, Microsoft, eh bien, aujourd'hui est sur un nuage. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'entreprise s'est développée comme Amazon et comme Amazon et comme Amazon sur le cloud. Et forcément, là-dessus, ils ont une clientèle qui est corporate. Donc, ce sont des contrats de longue durée. Et donc, les marges dégagées sur ce segment-là eh bien, a permis à Microsoft finalement de développer à la fois son chiffre d'affaires et son bénéfice, puisque on voit entre 2020 et 2021, eh bien, on va augmenter de près de 20% son chiffre d'affaires et de plus de 15% son bénéfice net d'exploitation. Donc là aussi, il y a un relais de croissance par rapport au cloud. Alors, les plus grosses acquisitions, on parle moins de Microsoft, puisque finalement, Microsoft est une entreprise beaucoup plus lointaine que les Facebook et les Google, mais néanmoins, il peut parler de lui au niveau des médias, mais finalement, chaque année, il fait un peu son shopping et il s'intéresse là aussi, LinkedIn, tout à l'heure j'en ai parlé, hein, cette communauté de 600 millions de membres, pour pouvoir agréger finalement les données de ses utilisateurs et puis pouvoir proposer des offres de services à une clientèle d'entreprise et notamment de pouvoir être présent par rapport notamment à ce réseau social qui ne cesse de se développer. Skype, les jeux vidéo avec Zenimax Media, la téléphone mobile qui a été plus ou moins un échec, hein, Nokia. Là-dessus, il est rentré sur Nokia, mais finalement, il n'a pas réussi à développer le business model qu'il avait mis en place. Il faut dire qu'avec la concurrence de Huawei, de Samsung et de Apple, il est vrai que la partie est extrêmement concurrentielle et face aujourd'hui à une clientèle à la fois fidèle, mais en même temps très évolutive et imprévisible, notamment avec les nouvelles générations de Millennium. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi avoir dans les acquisitions des échecs relatifs, hein, mais qui font partie finalement qui ont été à un moment donné une aventure, mais qui ne s'est pas concrétisée en réussite. Alors, demain, c'est toujours cette relation, encore une fois, importante entre finalement le financement, qui est le nerf de la guerre, et de nouveaux projets, de nouvelles startups, de nouvelles GAFA, de nouvelles Natu. Hein. Elles sont toutes passées par le capital risque, hein, c'est-à-dire des entreprises qui représentent donc des fonds d'investissement et qui investissent dès le départ, qui mettent plusieurs millions de dollars dès le départ sur un projet où il y a de l'incertitude, mais sur 100 projets, il y a souvent une pépite qui arrive et ça devient notamment une licorne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 400 licornes. En anglais, on les appelle unicorns. En français, c'est licorne. Ce sont des entreprises qui ne sont pas encore cotées sur un marché financier, mais qui sont valorisées au moins 1 milliard de dollars. Elles valent au moins 1 milliard de dollars. Donc, sur les 400, nous avons 80% qui sont américaines, ensuite chinoises, et nous avons 5 ou 6 françaises, dont Blablacar, Vente Privée. Et Doctolib aussi, aujourd'hui fait partie de ce cercle. Et donc derrière ces licornes, eh bien, nous avons des investisseurs qui viennent donc du capital risque. Il faut savoir que dans la Silicon Valley, vous avez près de 3500 capital risqueurs qui sont présents dès qu'il y a un projet qui les intéresse. Donc là, je vous ai donné les plus gros. eCombinator est venu dans le capital de Facebook, dans Google, donc c'est le plus gros, hein, Combinator. Quand on a vraiment eCombinator dans le capital de départ, ça permet de donner une crédibilité à son projet par rapport à la suite, et puis vous avez accès à le réseau, le fameux réseau qui peut contribuer grandement en fait
à faire venir des collaborateurs, faire venir des partenaires pour développer votre structure. Il ne faut pas oublier que le secteur de la tech, entre autres, c'est la réunion de compétences, jeunes et moins jeunes, de chercheurs, d'ingénieurs, d'informaticiens, de développeurs, de codeurs, qui finalement contribuent à la réussite, à la croissance d'une structure. Et justement, le gros avantage qui leur est conféré, c'est la taille. Hein, c'est-à-dire qu'une grande entreprise, pour prendre une nouvelle décision dans un nouveau produit, un nouveau service, sur la gestion d'un nouveau projet, ça prend souvent beaucoup plus de temps parce qu'il faut l'autorisation de telle direction, attendre la réponse d'un autre département, etc. Ça prend du temps. Et c'est vrai que la force de ces GAFAM, peut-être que demain, ça sera aussi un inconvénient avec leur effet de taille, c'est cette réactivité en termes de décision et en termes de projet. Donc là, la relation entre la partie financement et la partie projet, elle est essentielle et elle explique aussi cette réussite qu'a connue la Silicon Valley. Alors, la 5G, parce que là aussi, comment dire, la réussite de des GAFAM, c'est la conséquence aussi du développement du haut débit. Hein, haut débit, donc nous avons eu la DSL, nous avons la fibre, nous avons le Wi-Fi haut débit, nous avons la 4G, la 5G demain, enfin aujourd'hui et demain. Donc tout ça, ça va aussi contribuer à ce que de nouveaux secteurs d'activité puissent en profiter. Et qu'est-ce qu'on voit là? En fait, on s'aperçoit selon donc une étude qui a été faite par BPI pour la partie française, mais qui, à mon avis, peut parfaitement s'appliquer pour d'autres pays. Le premier à en bénéficier, c'est l'automobile. Deuxièmement, c'est le cloud. Et ensuite, on va trouver le commerce de détail, logistique, la santé, services financiers, gouvernement. Et donc, finalement, derrière tout ça, c'est de la collection, finalement, c'est du contenu. Et donc, forcément, les services cloud, eh bien, les GAFAM vont pouvoir continuer d'aller sur ce terrain d'activité qui va être, encore une fois, lucrative, une activité lucrative en termes de marge et de chiffre d'affaires généré. Là, c'est le chiffre d'affaires réalisé par employé en 2019. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons qu'on retrouve dans cette illustration les GAFAM. Apple est l'entreprise où on a 147 000 collaborateurs et en moyenne, un collaborateur réalise plus d'1,8 million de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça veut dire qu'on a un ratio très élevé, c'est le numéro 1 mondial. Ensuite, on retrouve Facebook en troisième position, où là, un collaborateur Facebook rapporte plus de 1,3 million. Nous avons Google, près d'1,3 million, Microsoft, 900 000 $, et enfin Amazon, 440 000 $. Encore une fois, Amazon, c'est beaucoup plus faible, puisque globalement, on est sur des produits de mass market. Donc, forcément, on est limité, mais demain, Amazon, quand on voit notamment l'évolution de ses entrepôts, en France, il y en a 26, on prend un entrepôt à Brettigny-sur-Orge qui fait 140 000 m². On voit bien, quand on se rend sur place, à quel point, finalement, on va être de plus en plus sur un entrepôt logistique automatisé, où l'humain va disparaître peu à peu, en fait. Donc, finalement, on va avoir des ratios pour Amazon qui vont augmenter en termes de chiffre d'affaires par collaborateur, parce que lui, de toute façon, son business model, c'est la relation entre les algorithmes et la gestion du stock de manière automatisée, avec la distribution, pour le moment physique, mais peut-être que demain, on aura une distribution beaucoup plus automatisée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 15 décembre, donc nous y voilà, parce qu'à un moment donné où les chiffres finalement parlent, pour faire simple, aujourd'hui, si on prend la valeur des GAFAM, on est à plus de 7 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 7,3 trillions de dollars. Par rapport au 7 janvier 2020, en fait, la valeur des GAFAM a augmenté de 49%. Voilà, vous avez une photographie finalement de cette puissance, de cette hégémonie, en fait,
financières de ces GAFAM qui finalement ont parfaitement profité de la crise pandémique que nous connaissons qui touche le monde entier et que finalement elles continuent finalement cette aventure financière. Les investisseurs sont plus confiants que jamais, restent présents hein, en rachetant des actions et finalement ça démontre que ces entreprises plus que jamais sont en excellente santé financière, elles n'ont peu ou pas de dettes, elles ont du cash et donc elles continuent de pouvoir investir et de distribuer aux actionnaires d'importants dividendes. C'est ce que ce graphe-là nous indique rapidement. Alors, l'innovation, finalement, permet, parce qu'on arrive à la fin, l'innovation permet à la société d'accéder à la modernité, époque de l'homme, selon Michel Foucault, et finalement, les innovations du numérique et l'événement des nouvelles technologies ont pu se faire grâce à cette relation entre les mathématiques, la physique et l'informatique. Hein, la relation étroite entre ces trois items. Sans cette relation, eh bien, les GAFAM n'auraient pas pu voir le jour et finalement rencontrer une telle croissance. Hein, puisque dans notamment les ressources humaines, partie prenante de ces entités, nous retrouvons des mathématiciens, des physiciens et des informaticiens. En grande majorité, je parle au niveau de leurs sièges sociaux respectifs. Et donc, forcément, force est de constater que c'est la force de ces entités, c'est les ressources humaines. Depuis le début, et tant qu'elles mettront l'accent sur cet aspect-là, qui fait partie finalement de l'ADN, eh bien, elles connaîtront toujours finalement une croissance régulière par rapport à leur métier d'origine et leur nouveau métier. Enfin, les dépenses de recherche et développement des GAFAM ont été supérieures à 80 milliards de dollars en 2019. C'est-à-dire que l'année dernière, avant donc cette fameuse année 2020, elles ont dépassé, donc les 5 entités ont dépensé dans la recherche 80 milliards de dollars. Donc des budgets qui ont été aussi alloués à l'achat de brevets, à des prises de participation dans des nouvelles structures où il y avait de la valeur ajoutée. En tout cas, cette somme-là ne cesse d'augmenter année après année. Si nous prenons Amazon, pour 2019, Amazon a investi 30 milliards de dollars dans la recherche et développement. Et ça vous montre à quel point finalement que parfois, elle préfère faire moins de bénéfices, donc de distribuer moins de dollars aux actionnaires, parce qu'elle considère que la recherche et développement est essentielle pour l'avenir de leur entité, de leur entreprise, par rapport à leur stratégie qu'elles mettent en place. Si on prend le budget français du ministère de la Recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en 2019, il était de 30 milliards de dollars. Hein, je l'ai converti en dollars pour qu'on ait une base en termes de devises. Donc, vous voyez, elles vont très loin en termes d'implication financière, ce qui explique aussi, finalement, il n'est pas surprenant qu'elles arrivent régulièrement avec de nouveaux produits, de nouveaux services liés et conséquences de cette implication, à la fois en ressources financières et en ressources humaines. Enfin, Aurélie Jean, qui est donc une scientifique, parce que derrière tout ça, on a de l'algorithme. Écrire un algorithme, c'est dessiner un chemin de résolution pour un problème donné, une manière d'accéder rapidement et avec justesse ou à une erreur près à la réponse. Et là aussi, en fait, globalement, l'ADN de ces GAFAM, c'est effectivement la mise en place d'algorithmes qui, finalement, résument en partie cette rapidité dans l'exécution de leur modèle de base qui, sans l'algorithme ou sans les algorithmes, n'aurait jamais pu en fait aller aussi vite et aussi loin. Donc c'est cette relation étroite entre les mathématiques, la physique et cette conception de l'informatique, cette réunion finalement de l'informatique autour des mathématiques et de la physique qui finalement résume parfaitement cette situation actuelle. Le XXIe siècle sera le siècle du big data, plus que jamais.
En français, on l'appelle métadonnées, donc je vais revenir à respecter la langue de Molière. Hein, mais les métadonnées, c'est vraiment le pouvoir qu'auront les entreprises sur leur domaine respectif, sur leur évolution et sur leur avenir. Les GAFAM sont des entreprises innovantes puisque finalement, elles n'ont cessé de modéliser leurs données, en fait, et elles l'améliorent d'une façon permanente. Elles travaillent sur des métadonnées considérables, c'est-à-dire que si on prend Facebook, Facebook agrège les données de Facebook, donc des utilisateurs, de Insta, de WhatsApp, et ça lui permet de pouvoir travailler sur des quantités d'informations qui sont considérables. Donc les super serveurs ont contribué et contribuent en fait à ce qu'elles puissent obtenir un résultat très fin, très subtil sur chaque utilisateur. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est ce à quoi elle travaille. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle avec beaucoup de fantasmes, mais encore une fois, elles le prennent très à cœur. Elles ont créé de nombreux départements sur ce sujet-là, parce qu'elles considèrent finalement que c'est aussi une partie essentielle de leur modèle de demain, qui contribuera aussi à assurer finalement la pérennité de leur entité, de leur entreprise, dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Voilà, j'ai dépassé de 8 minutes, j'en suis désolé, hein, mais j'espère que Raja ne m'ouvrira pas. Donc maintenant, je suis... voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Raja, s'il y a des questions, je suis donc disponible et avec plaisir pour y répondre. Oui, merci beaucoup Nicolas d'avoir respecté le timing. Hein. Le sujet est assez intéressant et riche hein, pour qu'on puisse y consacrer 1 heure et voire plus. Nous avons effectivement quelques questions sur le chat. J'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, je vais commencer par une question qui a été posée par Jamal. Google est-elle une entreprise innovante? Est-ce que la réponse n'est pas triviale quand on sait tout ce qu'ils apportent sur les plans scientifiques et techniques, les différents algorithmes? Oui. Ce qu'ils apportent, c'est-à-dire en fait, j'ai pas compris là, j'ai pas compris le. Est-ce que tu peux répéter la question? Google est-elle une entreprise innovante? Est-ce que la réponse n'est pas triviale quand on sait tout ce qu'ils apportent sur les plans scientifiques et techniques, c'est-à-dire les différents algorithmes qu'ils ont développés? J'imagine que c'est cela dont vous voulez parler, Jamal. Oui, en fait, globalement, l'algorithme, finalement, est la signature intrinsèque de Google. Hein, et là-dessus, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, sur cette hégémonie et finalement sur cette domination propre à Google. Néanmoins, pour pouvoir composer un algorithme qui a finalement des effets qui ne sont pas forcément qui vont dans une direction. Il faut jamais oublier que l'algorithme, finalement, sa destination, elle est liée par rapport à ses concepteurs. Or, faut jamais oublier que le modèle de Google, il est aussi d'orienter les utilisateurs à ce qu'ils puissent consommer, entre guillemets, une information à la fois gratuite, mais également payante. Il ne faut pas oublier que l'algorithme de Google aujourd'hui, il est aussi de permettre à ce que l'entité puisse monétiser finalement les recherches de l'internaute. Donc après, est-ce que finalement, c'est de se dire, est-ce que derrière tout cela, on parle vraiment d'innovation, ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique qui est une logique financière? Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que peut-être que cette hégémonie actuelle de moteur de recherche peut-être fait oublier par moment tout ce qui a été mis en place au départ, et que finalement, on se retrouve face à une structure qui est en position dominante.
et donc où finalement beaucoup de questions se posent sur la dimension scientifique de cet algorithme qui peut être aujourd'hui parfaitement critiqué par rapport à sa finalité. Mais en tout cas, moi, ce que je considère, qui a été invité par Google en 2012, j'ai donc effectivement pu échanger avec donc, des scientifiques, avec des informaticiens. J'ai pu me rendre compte quand même qu'il y avait quand même une dimension dans la culture de ces départements où la recherche était permanente et que finalement, il y avait quand même une innovation qui faisait partie de la culture intrinsèque de Google et de ces moteurs de recherche. Donc là-dessus, je considère que Google fait partie d'une entité innovante, même si elle est en position de dominer son marché. Merci Nicolas. Alors une question de Jimmy. Que manque-t-il à la France et à l'Europe pour faire émerger une big licorne avec nos soi-disant meilleurs ingénieurs au monde? Alors, bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose régulièrement lorsque effectivement, je suis devant des étudiants, devant des professionnels. Tout simplement, il y a deux choses. Il y a l'accès au financement, parce que là aussi, on ne commence pas une future licorne avec quelques centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. C'est beaucoup plus. Vous savez que dans la Silicon Valley, lorsque aujourd'hui vous allez présenter donc un projet, vous êtes donc face donc à ces entreprises du capital risque que j'ai mentionné tout à l'heure. Et lorsque vous dites, voilà, je veux par exemple 3 millions de dollars au départ, bah, souvent, elles vous disent au revoir. Pourquoi? Parce qu'elles considèrent finalement qu'il faut, dès le départ, avoir d'importants fonds propres pour commencer un nouveau projet. Parce que embaucher des ingénieurs de qualité, des informaticiens, etc., c'est un coût. Et c'est vrai que dans la Silicon Valley, lorsque j'étais en échange avec donc, des jeunes chez Google ou même Facebook, ils étaient tous à des salaires au-delà de 30 000 euros par mois. Ils avaient à peine 25 ans. Donc finalement, il y a cet environnement où vous rétribuez très tôt, finalement, les collaborateurs jeunes et moins jeunes. Donc, la dimension financière au départ est très importante. Pourquoi? Parce que finalement, nos meilleurs ingénieurs, mes anciens étudiants, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont à l'étranger. Donc, dans la Silicon Valley en 2020, où vous avez près de 100 000 Français, la plupart sont ingénieurs, sont informaticiens et travaillent pour les entreprises américaines. Bon, il y a certaines startups françaises, mais globalement, la grande majorité travaille dans des entreprises tech connues ou moins connues. Et donc forcément, cet écosystème, cette alchimie, cette réunion, aujourd'hui, elle est impossible en France. Pourquoi? Parce que Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, l'a dit aussi à une conférence il n'y a pas très longtemps où j'étais présent. Il a rappelé finalement que le poids de la fiscalité française, finalement, le problème de l'harmonisation fiscale européenne était un frein et ça empêchait finalement de pouvoir construire des entités avec une forte croissance et de le faire comme le font aussi bien en Angleterre, en Australie, à Singapour et aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire qu'en globalement, le poids fiscal français et puis le manque de capitaux de manière importante contribuent à cela. Je vous donne un chiffre. Lorsque vous avez 100 milliards de dollars qui sont investis chaque année dans de nouvelles startups tech aux États-Unis, il y en a qu'1 milliard qui était consacré en France. Donc, c'est très bien que nous ayons cette F et merci Xavier Niel, mais on est très loin du compte et c'est pour ça que les meilleurs talents français partent notamment aux États-Unis pour travailler et dans d'autres cas, créer leur start-up pour avoir justement accès à cet écosystème dans les meilleurs délais. Merci. Une question de Kéchar. Je vais essayer de la lire, mais si elle n'est pas précise, je demanderai à Kéchar qui l'a posée d'ajouter des clarifications si on a besoin.
Au-delà des bénéfices financiers qui sont certains, peut-on dire que les GAFAM ont pour principal objectif de ramener l'humanité ou le maximum de monde dans les espaces virtuels qu'elles ont créés pour les maîtriser et assurer leur hégémonie? Donc, ça, c'est la question. Je pense que c'est cela une des réponses possibles au thème de cette présentation qui s'interroge sur l'objectif qui est au-delà de l'innovation. Alors, globalement, est-ce qu'on pourrait demander quelques précisions dans la question par rapport à ce qui est formulé pour que je puisse vraiment être le plus précis possible? Alors, est-ce que Kéchar est toujours présent ou présente? Oui. Est-ce que Kéchar pourrait apporter peut-être plus de précision à la question? N'hésitez pas à activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Ah bah très bien. Tout d'abord, professeur, donc je vous remercie pour cette présentation qui était très très bénéfique. Et moi, je suis informaticien, je suis professeur en informatique, donc ça m'a permis quand même de voir une face cachée sur le plan économique, etc., que moi je ne vois pas. D'accord? Nous, on est plutôt orienté scientifique, etc. Alors, ma question, c'est au niveau de l'hégémonie, disons, économique sur le monde. Voilà. C'est sur le plan économique essentiellement. Parce qu'aujourd'hui, ces GAFAM, parfois, sur le plan financier, dépassent même les capacités des pays. D'accord? Donc, cette hégémonie, c'est au sens, si vous voulez, politique, c'est au sens économique, etc. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, oui, tout Merci. Très bien, bonne remarque, cher professeur, chers collègues. C'est une question qui se pose et on doit se la poser. Alors, quand je parle de valorisation, en fait, donc on a donc le nombre d'actions fois le prix de l'action et ça nous donne une valeur. En fait, globalement, parfois, les médias comparent par exemple, en se disant Apple vaut 2000 milliards de dollars et donc finalement, si on prend le PIB de la Belgique qui doit être autour de 700 milliards de dollars, ou moins, je ne sais plus, je n'ai pas regardé exactement où en est la Belgique, finalement, Apple vaut 3 fois la Belgique. En fait, ils font une erreur. Pourquoi? Parce que d'un point de vue financier et économique, une entreprise, c'est un flux, d'accord? Le PIB, donc, qui est la croissance annuelle d'un pays, c'est un stock. Mais néanmoins, nous avons raison, parfois, de mettre entre parenthèses cela pour se dire, finalement, ces GAFAM, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est les GAFAM, atteignent des niveaux astronomiques. C'est-à-dire que si vous prenez, on va prendre un exemple très simple. On va prendre Renault, par exemple. Renault, qui vaut à peu près, l'entreprise de voitures française, qui vaut 12 milliards et demi de dollars sur le marché financier, sur les marchés financiers notamment à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Apple vaut facilement 180 fois la valeur de Renault. Ça veut dire que nous avons des entreprises, comme vous l'avez dit, cher professeur, qui ont une hégémonie économique et financière qui, aujourd'hui, dépasse de loin les autres leaders dans d'autres secteurs d'activité, puisque il y a 20 ans, on aurait fait un peu le classement des entreprises les plus valorisées. On aurait vu essentiellement des banques et des groupes pétroliers. Bon, aujourd'hui, on a effectivement un groupe pétrolier d'Arabie Saoudite qui pèse 2000 milliards de dollars, mais si on met de côté, quand on prend le top 10, il est vrai qu'on ne voit plus autant de banques et d'entreprises pétrolières. Donc on voit bien finalement qu'elles ont surfé et elles surfent sur des domaines qui ont contribué à cette richesse et à cette puissance financière, puisque finalement, la valeur d'une entreprise cotée sur un marché, c'est quoi? C'est uniquement la confiance d'un investisseur sur les revenus futurs, sur la rentabilité future
d'une entreprise. Regardons un instant Tesla. Tesla, il y a 1 an et demi, ça valait grosso modo 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de 600 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en l'espace de 1 an et demi, on a Tesla dont le cours de bourse a été multiplié par 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tesla commence à être bénéficiaire. Peut-être que demain, ça changera, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un instant T, donc les investisseurs y croient et sont confiants, et simplement se disent, bah, Tesla, ça va être une entreprise qui va être de plus en plus profitable, rentable, et qui va sans doute rejoindre le club des GAFAM en termes de puissance financière. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la finance, finalement, résume parfaitement le poids d'une entreprise à un instant T. Hein. Je dis bien instant T parce que demain, on peut très bien avoir affaire à un marché financier qui se corrige et avoir des GAFAM dont le cours de bourse se corrige. Hein. De toute façon, ça se produira tôt ou tard, puisqu'on est sur des marchés qui sont extrêmement élevés. Certains parlent de bulles, où on est déconnecté des fondamentaux. Mais en tout cas, si elles se corrigent, ça veut dire aussi que les entreprises du secteur économique se corrigeront davantage. Hein, puisque, encore une fois, pour répondre à votre question, elles veulent autant d'argent, c'est parce que aussi elles ont une excellente santé financière. Elles ont une trésorerie qui est considérable. Vous prenez Apple, Apple dispose près de 280 milliards de dollars de cash. Donc elles ne sont pas endettées. Hein. Donc là aussi, ça résume parfaitement leur indépendance économique et financière. Et donc finalement d'être aussi sur des business qui sont extrêmement rentables. Vous prenez pour terminer comme exemple l'iPhone 12. Vous le voyez par exemple disponible bientôt quand on pourra y aller plus aisément, l'iPhone 12 qui fait 1 600 € en magasin. J'ai pris le modèle le plus haut de gamme. Il arrive tout compris avant d'entrer dans la porte de l'Apple Store des Champs-Élysées. Son coût global, c'est 300 €. Il est vendu 1 600. La marge est de 1 300 € brut. Je parle brut parce qu'après, il y a évidemment le loyer à payer, les collaborateurs. Mais vous avez compris, les marges sont considérables. Et donc, forcément, si on duplique ce modèle-là à d'autres produits pour Apple et d'autres services pour Google et pour Facebook, ben forcément, on arrive à de véritables cash machines qui leur permettent de pouvoir être extrêmement généreux à la fois vis-à-vis de leurs actionnaires comme de leurs collaborateurs. Merci Nicolas. D'autres questions? Il y a d'autres questions. Donc, la prochaine vient de Philippe. Que pensez-vous de la plainte de 48 États américains contre Facebook et Google pouvant conduire au démantèlement des deux géants? Oui, effectivement, c'est un sujet qui revient là, qui est un sujet, comment dire, qui était présent ces derniers mois, qui revient, puisque là aussi, elles sont sur des business où elles sont leaders finalement. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez un Google qui a entre 80 et 95% de part de marché, bah, c'est vrai que la concurrence, finalement, elle est existante. Donc, si vous, entreprise, vous n'avez que Google pour finalement vous faire connaître et donc passer par les fameux AdWords, il est clair que vous n'avez pas forcément le choix. C'est ça la question qui se pose. Et si on prend par exemple, et les gens ne le savent pas, mais les mots-clés peuvent atteindre des sommes records. Il y a certains États, le vendredi par exemple, ou le samedi, le week-end, vous savez que les avocats aux États-Unis peuvent faire de la publicité. Le mot-clé d'un tel cabinet d'avocats peut coûter à cette structure jusqu'à 1 000 $ le clic. 1 000 $ le clic. Donc forcément, eh bien, on arrive à des sommes qui sont considérables et qui risquent de devenir compliquées pour les entreprises clientes. Et donc, c'est une des raisons aussi qui explique ce que, à travers votre question, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à démanteler certaines activités pour qu'il y ait davantage de concurrence? Alors, il y a cette question-là, et puis il y a aussi la question de se dire, est-ce que ces entreprises-là ne devraient pas être plus ou moins nationalisées, hein? C'est une question qui revient finalement en disant, est-ce qu'un moteur de recherche ne devrait pas être finalement un bien public? Bon, là, ça se passe aux États-Unis où il y a des lois antitrust, mais malgré tout, c'est vrai que jusqu'à présent, les GAFAM ont été épargnés. Et donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas quels ont été, je n'ai pas regardé précisément quels étaient les motifs de ces plaintes, mais
peut-être qu'elles vont devoir prendre certaines mesures et peut-être ou alors de payer d'énormes sommes, d'énormes sommes par rapport aux plaignants. Mais en tous les cas, c'est vrai que tôt ou tard, il y aura des décisions qui devront être prises par rapport à ça, puisque sinon, on va avoir des GAFAM qui pourront vraiment dominer le monde de l'Internet finalement, hein, parce que même si on a des centaines de milliers de sites, c'est vrai que d'être référencé, on ne peut le faire que par Google, et si on souhaite vendre des produits et des services, Amazon finalement est le leader. Donc vous voyez, on est face à des entités qui quand même dominent parfaitement leur business et dont les partenaires et les fournisseurs sont effectivement souvent la partie, la variable d'ajustement, et elles n'ont pas en face la possibilité de faire jouer la concurrence comme ça devrait être le cas dans un autre environnement, une nouvelle entité. C'est un petit peu comme si on avait finalement une banque qui domine 40-50% de part de marché dans un pays comme la France ou aux États-Unis. Une dernière question, Nicolas, avant de conclure ce séminaire. C'est une question qui vient de Jean-Pierre, mais qui a été aussi reprise par Wagaz. C'est à propos des entreprises chinoises. Vous n'avez pas parlé de la Chine et de leurs entreprises dans ces domaines. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait donné 60 minutes et que j'ai déjà dépassé. J'aurais pu effectivement parler effectivement d'entités chinoises, mais ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. En fait, globalement, je suis resté uniquement sur les GAFAM parce que on est actuellement sur une période de transition. On est en pleine crise Covid où on a du mal à avoir de visibilité dans de nombreux secteurs d'activité. Et puis, on est également sur une Émeric qui est en train de changer de gouvernance. Donc là aussi, quid par rapport à l'avenir entre l'administration de Washington et puis les GAFAM, hein. Je vous rappelle que c'était assez tendu entre Trump et la Silicon Valley. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, la Chine, qui est effectivement, si on place d'un point de vue économique, et derrière les États-Unis, le problème de la Chine au niveau en tant qu'économiste, c'est qu'on a du mal à avoir des chiffres parfois réels et qu'on puisse éventuellement les analyser. Mais néanmoins, vous avez raison d'en parler. La Chine est non seulement présente dans son pays respectif, mais également présente dans la Silicon Valley, hein, à la fois en tant qu'investisseur et puis également par rapport aux nouvelles générations. Il faut savoir que j'ai parlé notamment de Stanford et de Berkeley, une grande partie des étudiants viennent de l'Asie. Alors, soit avec une première génération, ou même actuellement venant directement donc, de ces pays respectifs, et forcément, ils vont dans les filières scientifiques, et donc également, ils sont présents dans l'économie technologique de la tech et des entreprises connexes. Donc oui, la Chine est présente sur place. Il y a effectivement des sites qui sont extrêmement puissants, hein, avec notamment Alibaba Express et puis d'autres leaders aujourd'hui dans la communication et télécommunication, et également dans tout ce qui est gestion des données. Mais encore une fois, il y a toujours un problème d'accès aux données pour pouvoir les analyser. Mais c'est vrai que la Chine, qui est le deuxième pays derrière les États-Unis, certains considèrent qu'en 2030, donc dans 10 ans, la Chine sera la première puissance économique mondiale. Mais d'ici là, tout peut encore évoluer. Et je vous rappelle, encore une fois, que les GAFAM sont américaines et resteront américaines, même si elles sont cotées sur un marché financier. Et les États-Unis ont pris quand même l'hégémonie sur le secteur de l'Internet et de la tech. Alors peut-être que ça va évoluer, que ça évoluera, mais en tout cas, c'est bien les États-Unis qui finalement règnent sur le secteur des nouvelles technologies et sur les leaders de la tech. Merci. Il y a encore d'autres questions, mais je suis désolée, je ne pourrai pas tous les lire, hein. J'ai essayé de couvrir le plus de sujets possible. Le temps passe malheureusement très vite. Du coup, il me reste à remercier encore une fois chaleureusement Nicolas pour cette présentation fort passionnante. Et comme nous avons pu le voir, ça a suscité un grand intérêt auprès de vous, participants. Je vous remercie d'avoir été présents avec nous ce soir.
et je vous donne rendez-vous à notre prochain séminaire qui aura lieu en janvier dans le cadre de la chaire Citoyenneté et numérique. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à tous. Merci Nicolas. Merci Raja et bonne soirée à tout le monde.